Présent. Mérigot Hélène. Présent. Bresson Laurent. Présent. Andrzejewski Florence. Présente. Guy Nicolas Michel. Présent. Gomez Eliane. Présent. Gay Patrick. Présent. David Mathieu Christiane. Leclerc Jean-François. Présent. Royer Christian. Présent. Raoux Michel. Présent. Guillaume Patrick. Présent. Bedel Chantal. Présent. Dupuis Béatrice, procuration à Florence Andrzejewski. Gomez Lionel, procuration à Michel Raoux. Paulet Gilles Laetitia. Présent. Jacquet Florian. Présent. Rémi Laurent, procuration à Eliane Gomez. Piazecki Valérie. Schneider Estal, procuration à Hélène Mérigot. Sassy Cécile. Présent. John Brouet. Tatarenko Serge. Sampéré Chantal. Présent. Agoguet Fernaillon Véronique. Présent. Olivier Mathieu, procuration à Véronique Agoguet. Giacomo Marc. Bon, on va attendre. Mathieu Stéphane. Présent. Imperatori Elisabeth. Merci. Très bien, merci. Notre conseil peut délibérer. Hélène, tu assures le secrétariat, comme d'habitude. Merci. Le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal de notre dernière séance du 28 novembre dernier. Avez-vous des remarques à faire? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de l'approuver. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Merci. Décision sur les communications des décisions du maire. Avez-vous des remarques ou des questions? Oui, je vous en prie, Madame Agoguet. Bonsoir tout le monde. Une petite question sur la décision 131 concernant l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration d'un programme fonctionnel détaillé dans le cadre de la réhabilitation de l'hôtel de ville. Vers quel genre de travaux on se dirige? Une fois vous nous avez rappelé que le bâtiment s'enfonçait, donc est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui sont déjà pointés? Je pense que nous avons déjà fait une communication au Conseil, mais je vais la reprendre. D'une part, le bâtiment ne s'enfonce pas. Je voudrais que ça soit bien acté, le bâtiment ne s'enfonce pas. Donc, simplement, il y a des fissures qui étaient apparues au premier étage et qui nous avaient semblé nécessaire de regarder de près. Et dans le même temps, l'évolution, je dirais, du nombre de personnes, des services, nous ont fait poser la problématique d'une rénovation de l'hôtel de ville. Donc c'est cette problématique que nous avons menée. D'ailleurs, vous avez déjà eu des décisions qui vous ont été soumises et sur lesquelles nous avons fait des commentaires dans le passé. Et il se trouve que le projet que nous avons demande à être peaufiné et cette demande vient des bâtiments de France. Et donc, pour que nous puissions présenter quelque chose d'acceptable, une représentation graphique notamment, pour la présentation à l'architecte des bâtiments de France, il faut que nous fassions un petit complément, je dirais, du dossier que nous avons confié à un assistant à la maîtrise d'œuvre. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Mais ça ne s'enfonce pas. Je vous en prie. On est content de savoir que ce sont des vicieux. Oui, mais ça avait été dit, donc c'est effectivement une bonne nouvelle. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Donc s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Donc la première délibération traite du versement de la subvention au CCAS pour l'exercice 2023. C'est conformément à la délibération que nous avons votée au dernier conseil municipal. Il faut maintenant mettre en œuvre cette délibération par le versement effectif d'une contribution complémentaire à la subvention d'équilibre du CCAS pour l'année 2023. Et donc le montant complémentaire est de 87 000 €. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose d'en délibérer. Y a-t-il des oppositions?
Des abstentions, donc approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Dans le même ordre d'idée, donc c'est Hélène Méribou, tu es prête? Je suis prête. Oui, tu es prête? Je suis même prête à faire ça aussi. Ah non, j'avais dit que je la faisais celle-là. Qui va nous présenter le dossier subvention, toujours au CCAS, subvention d'équilibre, mais pour l'exercice 2024. Voilà, donc c'est pas tellement différent de la précédente. Donc pour 2024, nous allons repartir sur une subvention d'équilibre de 350 000 euros qui sera imputée, comme d'habitude, sur le chapitre 105, autres charges de gestion courante. Et les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption. Et si besoin, après, nous ferons comme cette année, en sorte que la subvention d'équilibre couvre les besoins éventuels supplémentaires. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Oui, sachant qu'on peut dès à présent annoncer qu'il y en aura des besoins supplémentaires, puisque notamment le montant des salaires des agents a significativement augmenté. Avez-vous des questions? Oui, je vous en prie, Monsieur Tatarenko. Voilà, nous venons de voter dans l'article précédent une subvention d'équilibre de 87 000 euros qui s'explique en grande partie effectivement par des revalorisations de salaires et aussi par l'embauche de personnes en CDD au moment où on a besoin. Alors je ne comprends pas pourquoi on n'ajuste pas la subvention 2024 sur les dépenses réelles en 2023, c'est-à-dire 437 000 euros. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi on aurait peut-être pu mettre 420, 430, je ne sais pas, mais je ne vois pas la logique là-dedans. Vous avez presque apporté la réponse dans votre question. Le budget du CCAS n'est pas clôturé. Il est en cours d'être construit. Donc, à aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je ne sais pas s'il faut mettre 420, 430, 440. On en a discuté avec les services. Et on a dit, écoutez, mettons 350 en annonçant dès à présent qu'il y aura une délibération modificative, soit immédiatement après l'arrêté du budget du CCAS, soit en cours d'année. Donc voilà. Parce que si on avait mis 420, que c'était pas juste, on nous aurait dit, mais pourquoi vous avez mis 420 alors que... voilà. Donc le budget du CCAS sera arrêté le 31 mars, et ça nous permettra de dire, le besoin en subvention d'équilibre sera de X. Il sera supérieur à 350, c'est certain, mais peut-être pas 420, ou peut-être plus que 420. Voilà la raison pour laquelle on a mis 350. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc d'en délibérer et de décider d'attribuer une subvention d'équilibre de 350 000 euros au CCAS pour l'année 2024. Voilà. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante, qui est toujours financière, c'est l'ouverture par anticipation de crédit pour la section d'investissement de 2024. Donc, je rappelle que nous voterons le budget de la commune normalement au mois de février ou au mois de mars, et que pour fonctionner en matière d'investissement, et je précise bien en matière d'investissement, sur les premiers mois, avant le vote du budget, qui doit être obligatoirement avant le 15 avril, il nous faut pouvoir voter l'attribution d'un certain nombre de crédits. Et de tradition, il est prévu de pouvoir voter l'équivalent de 25% du budget des crédits votés en 2023. Et donc c'est ce que je vous propose pour l'exercice qui vient, et que dès le 1er janvier, on puisse avoir un budget d'investissement qui corresponde à 25% de celui qui a été voté l'exercice précédent, c'est-à-dire 317 075 euros. Avez-vous des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous propose d'en délibérer et d'accepter donc ce vote de crédit d'investissement par anticipation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions?
Donc 4, 7, 4 et 3 abstentions. Merci, approuvé à la majorité. 7. Oui, parce que j'ai dit 4 et 3. 4 et 3, ouais. Ça fait 7. 4 et 3. Prestation d'assurance, risque statutaire, l'avenant numéro 1. Alors, vous savez que le renouvellement des marchés d'assurance a été acté, puisque notre Conseil l'a voté au 1er janvier 2022, et ce, pour une durée de 4 ans. Et à l'époque, suite à un appel d'offres, nous avons retenu la société Allianz pour les risques statutaires, c'est-à-dire les risques correspondant aux agents. En juin dernier, donc, Allianz nous a informé de son souhait de résilier à titre conservatoire le contrat en vigueur et de le résilier à la date du 31 décembre 2023. En effet, alors qu'ils avaient eu toutes les informations, je dirais, préalables, ils ont estimé que les risques financiers et notre sinistralité de notre contrat d'assurance dégageaient un déficit pour eux. Et moyennant quoi, ils ne pouvaient pas continuer à nous couvrir. Et ils ont résilié sans vouloir renouveler, je dirais, le contrat, et nous mettant dans des contraintes extrêmement courtes. Bon, le contrat ne leur permettait pas de passer dans cette résiliation, et donc nous l'avons manifesté par courrier recommandé. Et après une négociation, afin de conserver une couverture, la compagnie a accepté de nous proposer un aménagement des garanties avec une révision du taux de cotisation. L'aménagement des garanties, c'est que seulement 80% des prestations seraient assurées, ça concerne essentiellement les salaires, et d'autre part que le taux de cotisation serait revu sur la base de 5,04%. Et nous n'avons pas beaucoup d'autres solutions, puisque dans les délais impartis, nous ne pouvions pas relancer, je dirais, le dossier d'appel. Donc nous acceptons, contraints et forcés, nous acceptons cette solution, mais nous donnons l'année 2024 pour relancer un dossier d'appel d'offres de consultation, mais sachant que les assurances sont extrêmement rigoureuses et exigeantes depuis déjà 2-3 ans. Un certain nombre de collectivités d'ailleurs, d'après nos renseignements, n'ont pas trouvé de compagnie pour les assurer sur ces risques statutaires. Elles sont leurs propres assureurs. Avez-vous des questions avant d'en délibérer? Oui, Monsieur Tatarico, vous avez la parole. Voilà. Nous trouvons qu'il est étonnant qu'un marché acté au 1er janvier 2022 pour une durée de 4 ans puisse être résilié au bout de 2 ans sous prétexte d'une mauvaise rentabilité pour l'assureur. Ceci étant, je ne sais pas quelles sont les raisons invoquées par l'assureur, qu'il a prévu une mauvaise rentabilité. Est-ce que notre sinistrabilité a augmenté, explosé en 2022 et 2023, depuis l'énorme épidémie? Qu'est-ce qui a pu conduire l'assureur a un déficit qui l'amène à résilier le contrat? Alors, nous avons eu le même étonnement que vous, c'est bien évidemment, parce que, d'une part, toutes les entreprises, le dossier d'appel d'offres donnait le taux de sinistralité. Alors, pas sur la totalité de l'année 2022, puisqu'on a lancé l'appel d'offres début 2022, pour un conclusif en septembre ou octobre, je n'ai plus la date exacte, et un démarrage au 1er janvier. Mais ils avaient quand même un recul d'information. Mais il est vrai que c'est la raison qu'ils invoquent, que nous avons un taux de sinistralité qui correspond à quoi? Aux gens qui sont malades ou en accident de travail, que la compagnie doit payer plein pot, versus les cotisations qu'ils encaissent. Voilà, en nous disant que c'est un taux qui est défavorable et qu'ils ne voient pas comment ce ratio va s'améliorer dans les années suivantes, et ils préfèrent partir en courant plutôt que continuer, quoi. Je le résume, mais c'est ça. Et ça veut dire que l'année prochaine, lorsqu'on va relancer une consultation, il n'est pas certain que nous ayons des compagnies qui veuillent soumissionner. C'est pas certain.
Non. Non. Mais si on prend du recul, si vous voulez, il est logique qu'une compagnie, elle ne fait pas ça que pour nos beaux yeux, et si elle a un déficit qui est flagrant, et qu'elle voit qu'il n'y a pas de sortie, de solution de sortie dans les années qui viennent, quand elle a du recul, si vous voulez, elle peut avoir un déficit sur une année, mais elle a déjà eu 3, 4 ans ou 10 ans de cotisation, les choses peuvent être différentes, mais ce n'était pas le cas. Donc voilà, notre inquiétude, c'est qui va pouvoir soumissionner pour les années futures? Ou faudra-t-il que nous devenions notre propre assureur? Oui, Madame Agoguet. Les agents vont être impactés de fait, puisqu'ils ne toucheront pas la totalité. Donc il n'y a pas de... Est-ce que c'est une décision que vous soumettez au conseil municipal? Madame Agoguet, les agents, ils dépendent d'un statut. C'est un statut de la fonction territoriale. Ce statut prévoit qu'en cas de maladie, ils soient remboursés 100%. Assurance ou pas assurance. Voilà. Donc même si vous soumettiez cette idée au conseil, je refuserais de la faire voter. Ah bon. D'accord. On ne tortille pas, on dit les choses comme elles sont. Hein. Mais, bon. D'autres questions, Monsieur Mathieu? Oui, ça sera la vraie question qu'on sera amené à se poser. Le surcoût risque d'être aux alentours de 100 000 € sur un exercice complet. Le surcoût pour la commune. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu moins de la moitié, quoi. Un peu moins de la moitié. Ou la moitié, puisqu'on était à 2,52, ça passe à 5,04. Un peu plus de la moitié. Voilà, je soumets donc à votre délibération et d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 1 permettant le remboursement des indemnités journalières à 80% en couvrant les mêmes prestations que notre contrat actuel sans franchise. Le taux de cotisation sera porté à 5,04% de la masse salariale. Avez-vous des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et la délibération suivante, qui est modificative numéro 2 du budget 2023 de notre commune, elle traite d'un aspect d'amortissement. Donc, comme vous le savez, au 1er janvier, nous sommes passés en norme comptable M57, qui est une norme qui se rapproche, très proche de la norme comptable privée. Ça veut dire notamment qu'en ce qui concerne les amortissements, ceux-ci doivent être calculés dès l'acte d'achat du bien qui a été investi. Si on l'investit au mois de juillet, on doit imputer 6 mois, 6 douzièmes, si c'est au 1er janvier, 12 douzièmes, etc. Donc ceci entraîne des calculs qui sont un peu compliqués, puisque on n'a pas, lorsqu'on fait notre budget, on n'a pas la date exacte et précise à laquelle nous allons procéder à l'investissement d'un bien. Et donc, comme c'est la première année que nous l'avons fait, on n'a pas pris de provision, je dirais, pour un investissement qui aurait eu lieu un peu avant. Donc pour l'année prochaine, on va essayer de gérer ça. Et donc cette année, on a eu notamment des achats de biens immobiliers scolaires, ainsi que de logiciels informatiques, sur lesquels l'amortissement est plus important que ce qui avait été, je dirais, budgété. Et donc, on est amené à faire un rectificatif. Et dans le même temps, nous avons pu dégager des recettes supplémentaires qui correspondent d'une part aux revenus des immeubles, notamment les loyers pour les logements au-dessus de la salle des fêtes, et puis le bail commercial du Taurus,
qui n'avaient pas été budgétés à l'époque. Et enfin, la TLPE, puisque les recettes sont plus élevées que prévu, grâce notamment à une dynamique des commerces qui est au-dessus de ce que nous avions prévu. Et donc ça permet de trouver la contrepartie de ces dotations en amortissement qui sont supérieures. Tout ceci doit être validé dans un budget puisque ça passe de compte à compte. Donc pour une somme de 19 226,26 €, comme ceci vous est remis dans les tableaux. Avez-vous des questions à poser? Monsieur Tatarenko, vous avez la parole. Simplement pour préciser que comme nous l'avons fait pour le budget primitif, pour le budget supplémentaire, pour la décision modificative numéro 1, nous voterons contre cette proposition par souci de cohérence. D'accord, je comprends. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Donc je vous propose d'en délibérer et donc de modifier les crédits du budget de l'exercice 2023 comme c'est indiqué dans les tableaux, que ce soit en fonctionnement 19 226 et en investissement 19 226 €. Y a-t-il des oppositions? Oui, donc 7 abstentions, donc adopté à la majorité. Je vous remercie. Donc Christian Royer, tu as la parole pour la délibération suivante qui traite de la garantie d'emprunt à la SPL Territoire de Vaucluse pour l'opération ILO 75. Merci. Bonsoir. Par la délibération 21-042 du 1er juin 2021, le conseil municipal a approuvé la signature du contenu de concession d'aménagement devenu ILO 75 pour la collectivité. Les comptes rendus annuels à la collectivité, le CRAC, ont été présentés au concédant et dernièrement, celui arrêté le 31 décembre 2022 a été approuvé pour délibération du conseil municipal du 24 octobre dernier. Le plan de financement de l'opération prévoit un financement bancaire de l'opération. La proposition de la Banque postale est la suivante. Montant de financement 1 100 000 €, durée du financement 2 ans, amortissement 2 ans, amortissement linéaire, échéance annuelle, taux fixe de 4,71% en euros. L'obtention de ce prêt est subordonnée à la garantie de la commune. C'est pourquoi la SPL Territoire de Vaucluse sollicite auprès de la commune du Thor une garantie à hauteur de 80% en application de l'article L301 à L304 du Code de l'urbanisme. En matière de garantie d'emprunt, hors opération relative au logement social, des règles de sûreté existent afin qu'une collectivité puisse garantir les emprunts d'une personne de genre privée sans mettre en danger son équilibre financier. Une collectivité ne peut garantir que 50% du montant total de fonctionnement. Et le montant des annuités garanties au profit du même débiteur ne doit pas être supérieur à 10% du montant total garanti. Au vu de l'intérêt de cette opération de construction et du risque minime qu'encourt la commune en accordant sa garantie, M. le maire propose de répondre favorablement à cette demande et de prendre les délibérations nécessaires accordant la garantie à la commune pour le remboursement de l'emprunt cité ci-dessus. Il propose également d'autoriser à signer les prochaines conventions concernant cette garantie d'emprunt et les modalités de remboursement par cet organisme des sommes éventuellement avancées par la commune. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions sur ce dossier? Non, pas de questions. Donc je vous propose d'en délibérer et d'accorder donc un fonctionnement avec une renonciation au bénéfice de discussion et pour, à hauteur du principal à 80%, augmenter dans la même proportion de tous les intérêts selon les formules, je dirais, consacrées. Cette durée de garantie conclue correspond à la durée du prêt, augmentée d'un délai de 3 mois, c'est-à-dire 2 ans plus 3 mois, à partir du moment où on l'accordera, et que nous effectuerons bien évidemment les opérations, les mesures de publicité. Y a-t-il des oppositions, des abstentions?
Donc je vous remercie, approuvé à l'unanimité. Toujours avec la SPL, il s'agit de la prise en compte, non pas du vote, de la prise en compte du rapport annuel du mandataire SPL Territoire 84, Christian, qui est notre représentant au sein du conseil d'administration de la SPL. Je te laisse la parole. En application de l'article L. 1524.5 du Code général des collectivités territoriales, la SPL Territoire Vaucluse présente le rapport annuel de son activité réalisé pour le compte de ses actionnaires. Ce rapport a pour objectif de donner aux membres du conseil municipal une information complète sur l'entreprise. Il est de nature à assurer la transparence de son fonctionnement et de permettre son contrôle. Son contenu est précisé par décret. Il comporte les informations générales sur la société, les informations financières consolidées, notamment les éléments de rémunération, les évolutions statutaires et un bilan de la gouvernance. L'article L. 1524.5 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal doit se prononcer après un débat sur le rapport publié sous lui. Je peux bien vouloir prendre acte du présent rapport annuel. Merci. Rapport qui vous a été donc adressé. Y a-t-il des questions, des interrogations? Non. Donc je vous demande de prendre acte de ce rapport. Pas de problème particulier. Donc le Conseil en a bien pris acte. Merci. La délibération suivante est la signature d'une convention de mitoyenneté entre notre commune et les consorts Tikhomirov qui sont situés cours du Dr Seigle. Et Florence, tu as la parole. Merci. Merci, bonsoir à tous. Donc la commune, il rappelle que la commune est propriétaire d'un bâtiment situé 43 cours du Dr Seigle, cadastré AD 121, qui est une maison bourgeoise d'habitation édifiée au XIXe siècle, et elle est devenue successivement l'école des arts ménagers, puis une annexe des écoles publiques. La commune envisage de créer dans ce bâtiment une médiathèque. En 2022, un cabinet de géomètres a établi le plan d'état des lieux de la propriété. Et ce plan présente un mur nettoyant la propriété des consorts Tikhomirov, la parcelle voisine AD 122. Donc il faut statuer sur la répartition des droits et des charges d'entretien des deux propriétaires du mur et de la couverture composée d'une rangée de tuiles. À cette fin, il est proposé donc de signer une convention de mitoyenneté. Il convient que le conseil municipal approuve cette convention de mitoyenneté et autorise monsieur le maire ou monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Donc il y a une annexe qui a été donnée avec le découpage et vous voyez la partie à l'ouest de la parcelle et de la toiture de la maison Saint-Roch pour que cela concerne. Y a-t-il des questions? Non. Merci. Merci. Donc s'il n'y a pas de questions, nous pouvons en délibérer. Et je vous propose donc d'approuver les termes de la convention de mitoyenneté portant sur un mur mitoyen et sa couverture en tuiles entre la commune du Thor et les consorts Tikhomirov. Dit que les frais de notaire seront à la charge des consorts Tikhomirov et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer la convention de mitoyenneté. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Merci. La dernière délibération, donc Michel, je crois que c'est toi qui la présente, c'est la cession à M. Zanotti Tony de la parcelle provisoirement cadastrée BA 319A, chemin des Gramenets. Tu as la parole, Michel. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc la commune a fait l'acquisition de la parcelle cadastrée BA 319 d'une superficie de 244 m². L'objectif était la réalisation d'une eau de rétention et d'infiltration afin d'améliorer la gestion des eaux pluviales. Les travaux sont maintenant terminés et la partie nord de la parcelle n'a finalement pas été utilisée. Il s'agit d'un espace de 33 m², considéré aujourd'hui comme un délaissé d'aménagement. Monsieur Zanotti Tony, propriétaire riverain de la parcelle, sollicite la commune afin qu'elle lui cède cette partie de la parcelle, section BA 319, provisoirement renommée section BA 319A. Dans le cadre d'une cession par une collectivité territoriale, le pôle évaluation domaniale doit être consulté. Dans son avis en date du 28
février 2023, les domaines ont estimé la valeur vénale de ce bien à 4 200 €, avec une marge d'appréciation de 10%. Après négociation, le prix de cession a été arrêté à la somme de 3 800 €. Il a été proposé à M. Zanotti une cession de la parcelle provisoirement cadastrée section BA 319A pour la somme de 3 800 €. Sous réserve du vote favorable du conseil municipal, l'acquéreur prendra en charge les frais de géomètre pour la division foncière ainsi que les frais de notaire. La parcelle restante, cadastrée provisoirement section BA 319B d'une contenance d'environ 211 m², reste propriété de la commune. Il convient que le conseil municipal approuve cette acquisition et autorise monsieur le maire ou monsieur le délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'en délibérer et d'approuver la cession de la parcelle provisoirement cadastrée BA 319A pour une superficie d'environ 33 m², située chemin des Gramenets à M. Tony Zanotti, pour la somme de 3 800 €. Dit que l'acquéreur, M. Tony Zanotti, prendra à sa charge les frais de géomètre et de notaire et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer cet acte de cession. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Avant de terminer ce conseil, je voulais vous communiquer 2 informations qui me paraissent importantes. La première, c'est que nous avons reçu de la part de la préfecture un arrêté nous levant, je dirais, notre contrainte de majoration et de prélèvement SRU et nous sortant du schéma de carence dans lequel nous étions. Donc cette décision a été prise par la préfecture au vu du bilan triennal que nous avons rendu et de l'appréciation, je dirais, favorable des services sur notre développement des logements sociaux. Donc c'est une très bonne nouvelle puisque ça veut dire que les engagements que nous avons pris ont été tenus et que bien évidemment on peut accueillir un certain nombre de personnes en logement social. Deuxièmement, ça nous réduit notre prélèvement loi SRU d'environ 120 000 €, ce qui par les temps qui courent est toujours agréable. Et enfin, ça nous permet de récupérer notre droit de préemption que nous avions perdu au profit de la préfecture. Même si ce dernier point n'était pas une grosse contrainte, néanmoins, nous l'avions perdu. Donc voilà. Donc je pense que c'est pas mal, en 3 ans, d'avoir pu redresser cette situation. Et la deuxième information qu'on a eue cet après-midi, c'est que, comme vous le savez, nous sommes engagés dans le contrat Ville Fleurie et que nous avons obtenu il y a 3 ans une deuxième fleur et nous venons d'avoir l'information que nous est attribuée la 3e fleur, ce qui nous situe dans le haut de gamme des communes villages fleuris dans le département. Bon, donc je tiens à cette occasion vraiment à remercier tous les services et les élus bien évidemment, mais les services qui se sont impliqués pour que cette obtention de 3e fleur soit au rendez-vous. Voilà, je pense que c'est bien de terminer avant de vous souhaiter à tous et à toutes un excellent Noël, très bonne fête de Noël. Alors le prochain a lieu le 23 janvier 2023, prochain conseil, et le jeudi 24, pardon, voilà, donc c'est une erreur, on a marqué 23, c'est vous l'avez fait exprès pour me tromper, c'est Nana. Et donc le 11 janvier 2024, il y aura la cérémonie des vœux à la salle Piero Garcia. Vous êtes tous cordialement invités, bien évidemment. Voilà, je vous remercie.